Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Christine Boutin, ancienne ministre du Logement et de la Ville du gouvernement de François Fillon, présidente du Parti chrétien-démocrate, mais vous avez la double appartenance, chrétienne-démocrate et UMP. Vous avez d'ailleurs soutenu Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP et vous continuez de le soutenir à l'instant. Albert Augien, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur avec Sandra Logier de Pourquoi désobéir en démocratie, où vous étudiez les actes de désobéissance civile qui prolifèrent, dites-vous, dans la France d'aujourd'hui. On va en évoquer quelques-uns d'ailleurs. Et vous venez de publier Sociologie de la déviance, où vous vous demandez notamment quel type de règles un individu choisit-il de suivre pour mettre de l'ordre dans ses actions. Cécile Philippe, vous êtes économiste, vous dirigez l'Institut Molinari, vous avez fondé un institut d'obédience libérale, vous êtes l'auteur de C'est trop tard pour la Terre, un pamphlet dans lequel vous fustigiez l'alarmisme environnemental. Henri Pénard-Ruiz, vous êtes philosophe, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de laïcité, de politique sociale, de l'égalité républicaine et vous venez de publier Marx quand même, où vous soulignez l'actualité de Marx, un penseur visionnaire d'après vous, et un Marx délivré évidemment de sa caricature stalinienne. Je vous cite. Valérie Lang, vous êtes comédienne et jusqu'au 30 décembre, vous êtes à l'affiche de Sodome ma douce de Laurent Godet, mise en scène de Stanislas Nordet au théâtre de Belleville. Seule en scène, vous y interprétez, nue, la dernière survivante de la ville de Sodome, qui du fond des âges s'adresse à nous et nous raconte ce qui est arrivé à la ville de Sodome. Bruno Gassio, vous êtes l'auteur de Blanc, c'est pas nul, avec Marine Audet, un livre qui vient d'être couronné de succès, un an après sa sortie, puisque la semaine dernière, le vote blanc a été reconnu par l'Assemblée nationale. Les bulletins blancs seront désormais décomptés séparément des bulletins nuls, et c'est en partie grâce à vous. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'islamologie à l'université d'Oxford, directeur du centre de recherche sur la législation et l'éthique islamique à Doha au Qatar. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier, c'est L'islam et le réveil arabe. C'est sur les révolutions arabes. Et l'on commence tout de suite par l'UMP, évidemment. La situation là, au moment où je vous parle, c'est en gros le référendum ou la scission. Comment en est-on arrivé là ? Au début, ça se passait bien, et puis, à un moment, le camp Fillon s'est révolté. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave, l'oubli pur et simple de ces trois fédérations et de 1304 militants. Je crois de façon manifeste qu'on assiste juste à un putsch, à une tentative de putsch médiatique, à une agitation qui a pour objectif d'intimider, de faire en sorte d'emporter une victoire qui n'a pas été donnée par la réalité des urnes. Écoutez, il y a une commission des recours, donc on ira à une commission des recours, s'il fallait une commission des recours, puis comme ça permettra de regarder aussi de plus près les résultats à Nice, et puis voilà. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Les seules conclusions que j'accepterai, ce sont celles d'Alain Juppé et de sa commission, parce que c'est la seule instance dans laquelle j'ai confiance. 25 minutes à l'Assemblée et Alain Juppé jette l'éponge. Impossible pour lui de réconcilier François Fillon et Jean-François Copé. Je leur ai dit, on ne peut pas s'asseoir sur les statuts, sur les règles juridique d'une organisation, quelle qu'elle soit, par respect pour les militants. Or, la médiation, elle n'avait pas de légitimité pour fonctionner. Dans un communiqué, François Fillon déclare qu'il saisira la justice pour rétablir la vérité des résultats. Pas de quoi perturber la contestée commission des recours du parti qui poursuit son travail et proclame en fin d'après-midi Jean-François Copé président. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les 3 mois, sous le contrôle d'une commission indépendante, dont la composition devra être incontestable et qui aura seule le contrôle des opérations de vote. Dans l'attente de cette nouvelle élection, j'ai décidé, avec les députés qui me suivent,
de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. J'ai proposé à François Fillon que l'on donne la parole aux militantes et aux militants de l'UMP pour qu'ils se prononcent par référendum pour savoir s'ils souhaitent ou non que l'on recommence à voter. Alors, Christine Boutin est en soutien de Jean-François Copé. J'ai demandé un soutien de François Fillon de venir nous rejoindre. C'est Jean-François Lamour. Vous êtes ancien champion d'escrime, champion olympique d'escrime et ancien ministre des Sports. Aujourd'hui député UMP de Paris. Vous avez soutenu François Fillon dans la course à la présidence et vous le soutenez encore. Alors, c'est à vous que je pose tout de suite la question. Est-ce que François Fillon était dans son droit quand il a finalement refusé d'obéir au statut de l'UMP, qui voulait qu'il aille devant la commission des recours? Il l'a refusé. Était-il dans son droit au risque de causer une situation qui peut être catastrophique pour votre parti? Oui, le droit et les règles, je ne sais pas très bien aujourd'hui ce qu'il faut en penser, en tout cas à l'UMP. En tout cas, dans d'autres situations, d'ailleurs, on va en parler ce soir. Hein. En tout cas, il y avait deux facteurs qui ont fait que François Fillon a dit stop, ça suffit. Un environnement, beaucoup de défiance finalement sur la procédure de vote, des irrégularités, le fait que le parti ait été vraiment à la disposition de Jean-François Copé pendant cette période de la campagne, et puis un facteur déclenchant. Parce que souvenez-vous, le lundi soir, il avait accepté, oui. Même s'il estimait qu'il y avait eu des irrégularités, le résultat. Le facteur déclenchant, c'est le fait que 3 fédérations, excusez du peu, n'aient pas été comptabilisées dans le résultat de cette fameuse COCOE qui est devenue mondialement célèbre. Hein. C'est devenu quand même M. Gélard, et certainement, je ne sais pas s'il va faire le tour du monde pour présenter effectivement ses travaux, mais en tout cas, il est devenu très célèbre. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que François Fillon a dit on ne peut pas continuer comme ça. Déjà parce qu'il se sentait en quelque sorte trahi par cette fameuse procédure, et puis d'autre part, il pensait aux militants et aux militantes qui avaient voté, en tout cas qui s'étaient essayés à cet instant de démocratie pour l'UMP. Jean-François Lamour, mais quand Al Gore n'était pas content des résultats face à George Bush en 2000, il n'a pas demandé la médiation de Bill Clinton ou de Ronald Reagan, ancien président. Il y avait que la Cour suprême, et puis on ne sort pas de là. À ce moment, effectivement, il y a eu plusieurs épisodes, vous les avez rappelés. Hein. Bon, on est arrivé effectivement à ce fameux référendum qui a quand même été très largement initié par Nicolas Sarkozy, qui a appelé Copé et Fillon. Donc il fallait un médiateur. Il a demandé effectivement à Alain Juppé de rentrer dans la mêlée et de devenir le médiateur. On a assisté là aussi à une période d'enfumage, hein, je vais appeler ça comme ça, pour qu'enfin Copé dise non à la médiation. Donc, on voit bien ce moment de défiance où finalement tout est possible, d'un côté comme de l'autre. Donc il fallait effectivement trouver ce point de consensus qui est le principe du référendum, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà. Et je crois que c'est une bonne chose, finalement, que nous en soyons ce soir arrivés là, à condition bien sûr que ces principes soient suivis des faits et donc qu'on arrive à la mise en place du référendum dans des conditions qui ne soient pas celles qui a présidé l'élection que nous avons vécue il y a quelques jours. Christine Boutin, vous étiez choquée que François Fillon se mette en dehors de la règle des statuts du parti, à partir du moment où il ne voulait pas aller devant la commission de recours, ça veut dire qu'il n'a pas du tout confiance dans l'UMP. C'est un véritable drame. C'est un véritable drame. La démocratie, elle est fondée sur le vote et la majorité. Quand on est un responsable politique, ce que nous sommes tous à l'UMP, on devrait être encore plus exemplaire par rapport au respect du droit. Oui, mais sur des fondements. Il y a eu un vote, du reste qui a été confirmé, et moi je pense qu'il y a eu plutôt un grand dépit de la part de François Fillon et de son équipe qui pensaient être élus. Tous les sondages disaient qu'ils étaient élus, et puis en fait il ne l'a pas été. Et Jean-François Copé, pour moi, a fait beaucoup de gestes d'ouverture pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et à chaque fois ça a été non. En ce qui concerne le dernier épisode sur le référendum, j'espère qu'il sera vraiment accepté par les deux partis. Jean-François Copé l'a proposé, mais on est quand même dans une situation ubuesque, où en fait on a un résultat, une procédure a été confirmée par la commission qui avait été décidée par les statuts, et aujourd'hui on va demander aux militants s'ils veulent voter à nouveau, pour voter encore. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu fou. Si c'est le médiateur, ça n'a pas pu être Alain Juppé, ça n'a pas marché. Nicolas Sarkozy a voulu rester en
en retrait, et je pense qu'il a bien fait, même s'il y a eu sans doute des coups de téléphone entre les uns et les autres. Et en réalité, la médiation qui a été proposée une fois de plus par Jean-François Copé, c'est le référendum, c'est-à-dire ce sont les militants qui vont redemander. Mais je trouve que le dégât est terrible dans l'opinion, pour tout le monde, pour toute la droite. Au-delà de nous-mêmes, de l'UMP, au-delà de Fillon, au-delà de Copé, nous sommes là, les Français se posent la question de savoir quels sont ces hommes politiques qui donnent l'impression de plutôt défendre leur propre poste plutôt que l'intérêt général. La France va mal, nous sommes dans l'opposition, il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les options du gouvernement aujourd'hui quand on est dans l'opposition, et aujourd'hui tout est caché par ce manque de bonne volonté, et moi je dirais que François Fillon a une responsabilité majeure. Tariq Ramadan, vous avez suivi Oui, bien sûr, j'ai suivi, mais je suis pas du tout d'accord avec vous parce que je pense que non, sur ce plan, et puis il y en a d'autres aussi sur d'autres plans, on sera pas d'accord. Mais sur celui-ci, quand vous dites il faut suivre les faits, écoutez, je veux dire, quand au lendemain d'une élection, on s'aperçoit qu'on a oublié 3 départements et qu'il y avait déjà des doutes auparavant, les faits sont là. Ça veut dire qu'il y a eu des entorses manifestes. À partir de ce moment-là, la seule chose qui me paraît juste, d'abord, il a raison de contester, il a raison de dire non mais attendez, de qui se moque-t-on? Et que la seule attitude responsable, ça aurait été de stopper, d'arrêter cette lutte d'ego à laquelle on assiste, parce qu'au-delà du fait des procédures, c'est 2 égos qui se rencontrent et qui clashent. Mais il y a quand même factuellement quelque chose qui me paraît déterminant. Quand on oublie des votes, quand on ne se fait pas confiance, eh ben on recommence dans la transparence. Mais pardon d'intervenir, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est à quel moment est-ce qu'on se révolte contre les règles et qu'on se trouve justifié à le faire. Et dans le cas, pourquoi ne pas aller, encore une fois, devant la commission des recours? Ça veut dire qu'on jette le discrédit sur son parti. Si Nicolas Sarkozy avait discuté le résultat de l'élection présidentielle en France contre il en aurait eu le droit. Mais à ce moment-là, il serait allé devant il aurait pas demandé la médiation de Giscard. Elle est discréditée, la COCOE. Un jour, il gagne avec 90 voix, le lendemain, il gagne avec 900 voix. Alors, et puis après-demain, ça, c'est la commission des recours. Non, mais simplement, en termes de règles, je veux dire qu'effectivement, il y a des règles, mais on sait comment fonctionne le parti, on sait, et cela a été su auparavant, ça fonctionne quand tout est transparent, quand il n'y a plus de transparence, on se retourne vers la commission, ils sont tous pro-Copé. Eh bien, à partir d'un certain moment, mais attendez, ne dites pas ça, monsieur Ramadan. Vous n'avez pas le droit de dire ça. En ce qui concerne la COCOE... Pourquoi j'ai pas le droit? Non, parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Enfin, dire des choses même fausses. Mais le Conseil constitutionnel, il paraît qu'ils sont tous été nommés par la droite. Non, mais en ce qui concerne la COCOE, il y avait des représentants de Fillon et des représentants de Copé. La majorité, ils ont fait une erreur, c'est sûr, mais quand on a une élection législative en France, quand il y a une erreur dans un bureau, et bien à ce moment-là, on va devant, ou s'il y a contestation, on va devant le Conseil d'État. Le juge n'est pas parti. Mais il n'était pas parti. Ah, il est un peu parti. Vous allez nous dire, franchement, en me regardant droit dans les yeux, vous allez dire que regardez bien dans les yeux. Vous allez dire que la commission n'est pas majoritairement pro-Copé? Vous osez dire ça? Mais c'est le hasard qui a fait ça. C'est le hasard, c'est ce que je voulais. Mais oui, parce que mais oui, pourquoi? Parce que cette commission, elle a été constituée par vote des militants à une époque où M. Bertrand était le président. M. Copé a pris la présidence après. Cette commission, elle est composée de ceux qui ont été élus par les militants. Il se trouve qu'il y avait, d'abord c'est faux, il y avait 4 Copé. Non, mais il y avait 4 Copé, 3 Fillon et 2 neutres. Alors, on ne peut pas dire que c'était déséquilibré. Enfin, bref. Non. Albert Roggien, vous qui avez tellement travaillé sur la désobéissance civile, c'est pas de la désobéissance civile, c'est dans le cadre d'un parti, là, évidemment. Enfin, c'est dramatique. Mais est-ce que vous voyez des points communs avec ce qu'on va voir après dans l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou Peut-être pas avec la désobéissance civile, mais avec l'idée de règles. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est 2 phrases. C'est une phrase de Jean-François Copé qui dit les statuts, les règles, les statuts, les règles. Et l'autre phrase, c'est François Fillon qui dit un parti politique, ce n'est pas une mafia. Et si on joint les 2 phrases, on peut se poser la question de quelles sont les règles qui sont appliquées dans ce parti. Parce que si c'est une mafia, les règles de la mafia ne sont pas les règles qu'on voudrait être celles d'une démocratie. Donc voilà, c'est la seule réflexion que je peux avoir. C'est ce qui justifie le fait qu'à un moment on ne respecte plus la règle, c'est qu'on ne respecte pas la C'est ce qui justifie peut-être après la démarche de François Fillon et le type d'engagement
dans le conflit et le nom qui a été pris, c'est-à-dire ces deux clans qui s'affrontent et qui ont besoin, bien quoi, du parrain pour faire la paix. Et c'est qui le parrain? C'est les militants, avec Non, le référendum. Le parrain, c'est Vous êtes avec un son. Le parrain, c'est la personne qui a proposé le référendum et qui va recevoir les deux belligérants demain. Il faut bien qu'on en sorte. Moi, ce qui m'étonne, d'abord, il y a une chose que je remercie Jean-François Copé en ce moment, parce qu'il a réussi à me rendre sympathique François Fillon, ce qui était quand même pas simple au départ. Et ensuite, quand on veut transgresser une règle, c'est pas le mec le plus sympathique du monde quand même. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est marié depuis 5 ans, je l'ai pas vu sourire. Ah bon? Les Copé est très sympa. Si vous voulez, on en parle. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Quand on veut transgresser une règle, quand on transgresse une règle, on a conscience qu'on transgresse une règle, donc on connaît cette règle. Moi, je ne connais pas. J'ai l'impression que peu de gens connaissent le fonctionnement interne de l'UMP. Parce que vous n'êtes pas militant. Mais soyez militant, soyez adhérent, et vous connaîtrez parfaitement les règles du jeu. Est-ce que vous pouvez imaginer que des gens n'aiment pas l'UMP? Oui, bien sûr. Alors imaginez que je ne l'aime pas. Mais si vous ne connaissez pas les procédures, vous ne pouvez pas les critiquer. Je connais les procédures du vote. Je ne suis pas en train de critiquer la procédure. Je suis en train de me demander, parce que je m'interroge, est-ce que ces gens transgressent quelque chose? Est-ce que M. Fillon transgresse une règle? Moi, personnellement, c'est très bien. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas aller devant la commission des recours. Est-ce que dans les statuts, vous allez pouvoir me répondre, est-ce que ce référendum existe dans les statuts? Référendum pour... Non, parce que c'est idiot. Non. Mais c'est une bonne volonté de M. Copé qui, pour pouvoir arriver à sortir, propose que les militants tranchent. Pour essayer de... Mais c'est le même mec qui à midi disait, enfin la même personne, pardonnez-moi, je parle un peu populaire, la même personne qui à midi disait les statuts, les règles et rien d'autre. Et là, il en sort. Mais non, mais vous n'allez pas lui reprocher de débloquer la situation. Si, vous lui reprochez de débloquer la situation. Sa politique et l'ensemble de son œuvre. Non, mais ça, c'est autre chose. Vous lui donnez beaucoup de force, là, parce qu'il n'est pas tout seul. Il n'a pas tout seul, franchement. En gros, Jean-François Lamour, Fillon a eu raison, puisqu'à la fin, tout le monde est sorti des règles. Tout le monde est sorti des règles en instituant ce référendum qui n'a jamais été prévu. Ce qu'on peut retirer de la discussion, qui est quand même assez brouillonne, c'est que c'était pas plus mal, finalement, de s'engager vers à la fois une consultation des militants, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux concernés, et puis très certainement vers un vote à nouveau, mais selon d'autres règles, parce que effectivement, il faut bien reconnaître que le dispositif mis en place n'était pas suffisamment performant. On est dans le 15e, là. Il se trouve que c'est ma circonscription. Il y a des militants qui ont fait 3 heures de queue. D'ailleurs, ils les ont pas fait, mais qu'ils se sont barrés. Ils ont fait 3 heures de queue pour aller voter. Donc on voit bien qu'il y avait un problème également d'organisation. Mais c'est la première fois quand même qu'on change les règles pendant... Alors oui, parce que ce référendum, effectivement, il n'existe pas. Voilà. Donc c'est déjà un geste de part et d'autre, initié, il faut bien le dire, peut-être par Jean-François Copé qui l'a exprimé, mais surtout par Nicolas Sarkozy qui a téléphoné à l'un comme à l'autre et qui a permis, en gros, de proposer une sorte de sortie de crise. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est le principe. Mais pas aux mêmes conditions que le premier vote. Parce que si on repart effectivement avec un dispositif qui est uniquement piloté par le secrétaire général de l'UMP, avec une organisation le président qui effectivement... de l'UMP. Non, j'ai bien dit le secrétaire général de l'UMP. Alors je pense qu'on va aller très très vite à nouveau dans le mur. C'est pour ça que François Fillon a proposé un certain nombre de principes. Tout ça organisé par une entreprise indépendante qui fera un vote Internet. Il n'y a aucune confiance, on a bien compris. C'est ça, exactement, c'est ce que je voulais dire. Le vrai problème, il est là. C'est qu'il y a un problème de confiance. Et l'un et l'autre, il n'y a pas une chose qui vous interroge. Il y a une chose qui personnellement m'interroge et qui devrait vous interroger l'un et l'autre, c'est que ces personnes qui ont fait ce parti et qui sont aujourd'hui en train de se déchirer, ont dirigé la France pendant 10 ans. À quel niveau était-il lorsqu'il dirigeait cette France? Et en plus, nous avons le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Donc, vous voyez un petit peu la responsabilité qu'il y a. On avait un qui était Premier ministre. Mais je comprends que vous défendiez un petit peu votre c'est pas la même chose. Mais la question qui se pose, c'est la confiance. Et comment on a restauré la confiance? Mais au-delà de la confiance, dans les structures même de son parti, quand on n'arrive pas à organiser dans son propre parti, mais si, mais on y arrive très bien. C'était mal organisé. Henri Pénard-Ruiz et Cécile Philippe. C'est un exercice assez nouveau pour nous. Oui, je voulais. Henri Pénard-Ruiz. Oui, je voudrais dire que tout ce spectacle est affligeant. Quelle image de la politique on donne. Il est temps de passer à une 6e République et de dire place au peuple, parce que vraiment... Franchement, chaque jour, il y a des plans sociaux, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent sur le carreau. Et ça, c'est les vraies questions, c'est les vrais problèmes. Que des hommes politiques fassent passer en avant leurs ambitions personnelles
c'est à croire qu'ils n'ont plus de convictions, qu'ils n'ont que des ambitions. J'admets qu'un homme politique ait des ambitions, mais qu'il les mette au service de ses convictions. Or, aujourd'hui, on vit dans une situation qui est dramatique pour les travailleurs qui subissent chaque jour des plans sociaux au nom d'une Europe ultralibérale. Je veux dire que c'est ça les vrais problèmes de la politique. Je n'arrive pas à m'intéresser à ce conflit. On ne vous demande pas de vous y intéresser. Non, mais attendez, je n'arrive pas à m'y intéresser parce que c'est une image de la politique qui est lamentable. On a un temps démocratique aujourd'hui. Bah oui, mais on a en tout cas essayé de le mettre en place. On a le droit de dire que c'est relatif tout ça. C'était indispensable à notre parti. Que vous le vouliez ou non, il faut effectivement qu'on en passe par là. Il y avait un président de l'UMP, il s'est retiré pour l'instant de la vie politique. Il fallait qu'on trouve ce moment de respiration démocratique. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que ce n'est pas une grande réussite, mais il faut qu'on en sorte pour qu'effectivement ensuite on puisse à nouveau faire notre boulot d'opposant. Et je le reconnais, c'est un moment qui est très compliqué pour nous, qui est très douloureux, y compris pour les militants. Mais il fallait qu'on en passe par là, avec malheureusement un manque d'expérience très clair, en particulier sur la procédure d'organisation de vote qui nous amène là où on en est. Mais pour nous, c'était vital également. Vous croyez qu'on allait repartir comme ça, comme si de rien n'était, après la perte de la présidence de la République, il faut bien dire un échec aux législatives. On ne pouvait pas se permettre de repartir comme ça. Donc c'est notre moment qui est terrible. J'entends ce que vous dites sur les plans sociaux. On a travaillé, moi j'ai passé des nuits dans le cadre du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale et dans l'hémicycle pour s'opposer à un certain nombre de propositions du gouvernement de M. Ayrault. Mais laissez-nous aussi le temps de nous réorganiser et de déterminer qui doit mener effectivement la bataille dans les 3 ans qui viennent. C'est pas une grande réussite pour l'instant, mais il faut qu'on en sorte. C'est tout à fait vrai. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir ce temps, et vous l'avez, mais je trouve que c'est disproportionné par rapport à la gravité des questions qui se posent. Voilà, mais voilà. Il y a d'autres problèmes bien plus. Mais oui, on est tous d'accord avec ça. Non, mais c'est aussi la façon dont on en parle et l'importance. Je trouve que vraiment, il faut relativiser le sujet et dédramatiser. Vous parliez de révolte, mais c'est une révolte tout à fait relative parce qu'on reste quand même dans un processus démocratique typique. C'est arrivé à gauche, c'est arrivé à droite. Non, à gauche, ils n'ont pas changé les règles au milieu. Ils n'ont pas changé les règles. A reconnu sa défaite. Non, mais vous avez cette bataille d'ego, parce que finalement, dans le processus politique, à la fin, vous avez un gagnant et un perdant, et c'est sûr que les enjeux sont énormes. Là, effectivement, il y a eu la perte de la présidence, donc les cartes sont rebattues, mais on reste dans et l'argent et ça. Mais il y a aussi le fait de se sentir dépossédé de sa victoire et donc de l'avenir de son parti. Et c'est à partir du moment où vous avez ce sentiment d'être dépossédé que vous vous sentiez justifié à désobéir au statut, à vous mettre en dehors de la règle. C'est un peu ce que vous théorisez, Albert Rogier. J'essaie de dire ça, oui. La désobéissance, ça commence là. Je voudrais donner une note d'optimisme. Non, mais moi, je voudrais donner une note d'optimiste. Je persiste et je signe. Je pense que Copé a fait beaucoup de propositions. Mais aujourd'hui, ça, on en discutera tout à l'heure. Non, mais je pense que la crise, et moi j'ai même parlé de tragédie pour la vie politique française, était peut-être nécessaire parce qu'elle va permettre une certaine forme de clarification dans les positionnements politiques, même une fois qu'on sera à nouveau ensemble, parce que je souhaite qu'on soit à nouveau ensemble. Mais naturellement, aujourd'hui, le monde bouge, la mondialisation est là, on parle de 5e République, mais en fait, moi je pense qu'on est déjà dans la 6e. Le quinquennat a tout changé. Le positionnement, et je l'ai dit, quelle est la différence économique sur le choix économique entre M. Hollande et M. Sarkozy, c'est pas si important. Et en fait, ce que nous avons vécu comme un drame est véritablement une opportunité de clarification des positionnements politiques. Je le crois vraiment, c'est très douloureux, c'est une tragédie, c'est incompréhensible, mais je pense qu'on va en tirer des fruits positifs. On est d'accord. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce sujet, Valérie Je Lande ? voudrais juste dire que les partis politiques sont un des rouages de notre vie démocratique, donc on ne peut pas dire que c'est pas important, c'est très important, parce que même moi qui ne suis pas à l'UMP, savoir que c'est Jean-François Copé qui est président, c'est ça, on dit président de l'UMP et pas François Fillon, ça change la donne. Parce qu'on dit, en tout cas les commentateurs politiques disent qu'il n'y a pas de différence idéologique entre les deux. Il me semble qu'il y en a une. Mais c'est la clarification. Donc, et ça, c'est très important pour les sympathisants, c'est-à-dire pour les gens qui voteront demain et pour les choix politiques qui vont être faits. Donc, il me semble que c'est important pour nous aussi, qui ne sommes pas à l'UMP, de savoir comment on choisit son président et quelles vont être les positions de ce président. Bien sûr. Ça fait partie de notre vie politique. C'est un démarrage indispensable. Et la forme est très importante aussi. Parce que, par exemple, moi je dis coup de chapeau à François Fillon aussi.
toutes ces... Et moi je dis coup de chapeau à Jean-François. Moi je dis coup de chapeau à François. Quel courage Et quel courage. Henri Pénard-Ruiz, un dernier mot. Non, simplement, je reconnais tout à fait le droit à l'UMP d'avoir ses débats intérieurs, mais ce qui me choque dans la couverture médiatique de cette question, c'est que c'est absolument disproportionné au regard des vrais problèmes. Je veux dire que des ouvriers chaque jour soient au chômage, c'est quand même 10 fois plus important. Et il faut s'interroger sur notre devenir social et économique. C'est quand même... Un dernier mot, Jean-François Lamour, vous avez nous quitter. Sur cette couverture médiatique, nous recevons, je suis un des porte-parole de François Fillon, 20 à 30 coups de téléphone par demi-journée pour venir sur des plateaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour expliquer, pour faire une sorte, entre guillemets, une sorte de pédagogie. Donc, faut-il refuser, ne pas informer, ne pas défendre notre position? Vous voyez, c'est très compliqué finalement de trouver le juste milieu. Je reconnais effectivement que cette couverture est particulièrement importante par rapport à la situation du pays, de la crise profonde dans laquelle nous sommes, mais c'est le jeu. C'est à la fois le jeu médiatique et le jeu démocratique. On le fait finalement quelquefois un peu à contre-cœur, mais on est obligé de le faire. Le seul problème, c'est qu'il faut que maintenant on aille très vite. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition, Christine. Il recommence. Bien sûr. On a beau c'est gagné, Madame Boutin. J'ai l'impression qu'elle est à moitié Vous n'êtes qu'à moitié. C'est possible. Pourquoi vous aimez ça à ce point-là? Vous n'y êtes qu'à moitié. Moi j'aime la politique. Ah oui, d'accord, c'est le débat qui vous plaît. Donc voilà, les conditions sont posées et on espère que ça ira le plus vite possible. Continuons les débats. Merci Jean-François Lamour. Autre révolte, mais cette fois chez les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, qui maintenant occupent les terrains. Regardez. Occuper le terrain, un mot d'ordre pour les dizaines de milliers de manifestants venus porter main forte à la contestation. Tous solidaires pour construire ou plutôt reconstruire un habitat en lieu et place du futur aéroport. C'est un acte de désobéissance civique, pacifique, pour dire qu'il y a une loi aujourd'hui injuste qui est celle de fermer des maisons et c'est lié au projet de Notre-Dame-des-Landes. Aussi pour un autre choix de société, je pense, la croissance à tout prix. Beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense. Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a déclaré sur France Inter ce soir « Je ne comprendrai pas qu'il y ait aujourd'hui continuité dans une guérilla menée contre des décisions démocratiques. » Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire ? Le sabotage. De quoi ? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'il pose un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Le gouvernement met en avant le respect de la loi pour justifier l'évacuation musclée du site de Notre-Dame-des-Landes. Il était 6 h ce matin, 500 gendarmes donnent l'assaut. Leur cible, les cabanes et plusieurs fermes des alentours, squattées par des centaines de personnes. Un objectif très important, c'est d'éviter l'installation d'un camp qui pourrait servir de base arrière aux opposants les plus radicaux. Face à face, depuis maintenant 2 jours. 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport. Le gouvernement fait des concessions. Le Premier ministre propose la création d'une commission de dialogue, le report de 6 mois du défrichement et la validation d'un comité scientifique sur la biodiversité. C'est une contestation qui ne faiblit pas. Dans le bocage nantais ce matin, les opposants à l'aéroport donnent toujours plus de voix. Nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. Alors Hervé Kempf est venu nous rejoindre, vous êtes journaliste, vous tenez la chronique écologique du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur de nombreux livres, souvent très polémiques. Le dernier c'est L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Alors là encore, est-ce que les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on sait que c'est un projet qui date de 1963, qui a eu une opposition qui est née déjà en 1972, mais enfin on croyait que là les décisions avaient été prises, le gouvernement invoque la loi, est-ce que les opposants sont dans leur droit, à votre avis, à occuper ces terrains, à retarder les travaux et par la même occasion à risquer de déclencher des violences? Ils sont clairement dans leur droit, qui est de continuer à occuper ce terrain, sachant qu'il y a des occupants légaux qui ont des maisons, qui sont expulsables par la compagnie Vinci et ceux qui veulent faire cet aéroport, mais qui pour l'instant sont là légalement. Et il y a par ailleurs, depuis à peu près 3 ans, progressivement, des jeunes gens, ou parfois moins jeunes,
Autre révolte, mais cette fois chez les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, qui maintenant occupent les terrains. Regardez. Occuper le terrain, un mot d'ordre pour les dizaines de milliers de manifestants venus porter main forte à la contestation. Tous solidaires pour construire ou plutôt reconstruire un habitat en lieu et place du futur aéroport. C'est un acte de désobéissance civique, pacifique, pour dire qu'il y a une loi aujourd'hui injuste qui est celle de fermer des maisons et c'est lié au projet de Notre-Dame-des-Landes. Aussi pour un autre choix de société, je pense, la croissance à tout prix. Beaucoup de gens n'en veulent plus, je pense. Bruno Le Roux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a déclaré sur France Inter ce soir « Je ne comprendrai pas qu'il y ait aujourd'hui continuité dans une guérilla menée contre des décisions démocratiques. » Il faut envisager d'autres méthodes. C'est-à-dire? Le sabotage. De quoi? Le sabotage, généralement. C'est-à-dire qu'il pose un tractopelle, on détruit le tractopelle et puis c'est tout. Le gouvernement met en avant le respect de la loi pour justifier l'évacuation musclée du site de Notre-Dame-des-Landes. Il était 6 h ce matin, 500 gendarmes donnent l'assaut. Leur cible, les cabanes et plusieurs fermes des alentours, squattées par des centaines de personnes. Un objectif très important, c'est d'éviter l'installation d'un camp qui pourrait servir de base arrière aux opposants les plus radicaux. Face à face, depuis maintenant 2 jours. 500 gendarmes et des dizaines de petits groupes d'opposants très mobiles qui se disputent chaque mètre carré du terrain du futur aéroport. Le gouvernement fait des concessions. Le Premier ministre propose la création d'une commission de dialogue, le report de 6 mois du défrichement et la validation d'un comité scientifique sur la biodiversité. C'est une contestation qui ne faiblit pas. Dans le bocage nantais ce matin, les opposants à l'aéroport donnent toujours plus de voix. Nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. Alors Hervé Kempf est venu nous rejoindre, vous êtes journaliste, vous tenez la chronique écologique du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur de nombreux livres, souvent très polémiques. Le dernier c'est L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Alors là encore, est-ce que les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on sait que c'est un projet qui date de 1963, qui a eu une opposition qui est née déjà en 1972, bon, on croyait que là les décisions avaient été prises, le gouvernement invoque la loi, est-ce que les opposants sont dans leur droit, à votre avis, à occuper ces terrains, à retarder les travaux et par la même occasion à risquer de déclencher des violences? Ils sont clairement dans leur droit, qui est de continuer à occuper ce terrain, sachant qu'il y a des occupants légaux qui ont des maisons, qui sont expulsables par la compagnie Vinci et ceux qui veulent faire cet aéroport, mais qui pour l'instant sont là légalement. Et il y a par ailleurs, depuis à peu près 3 ans, progressivement, des jeunes gens, ou parfois moins jeunes d'ailleurs, qui sont venus et qui se sont installés dans des terrains qui, légalement, appartiennent au Conseil général et sont sous la... pas exactement la propriété, parce qu'après si on commence à rentrer dans tous les détails juridiques, enfin, sous l'emprise de Vinci, l'occupent et ont commencé à y vivre, à faire du maraîchage, à faire de la boulangerie, à faire du théâtre, à travailler, à cultiver, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont occupants non légaux, mais qu'on peut considérer légitimes, avec des occupants légaux, et il y a eu une sorte de, progressivement, d'alliance entre toutes ces personnes, dont on a eu quelques échos des revendications, et qui disent que ce projet est peut-être légal, ce qui reste au demeurant approuvé, parce qu'il y a encore eu recours de toutes sortes qui sont engagés. J'en ai la liste là, ça serait fastidieux, mais Conseil d'État, Cour européenne, recours en cassation, patati, patata, c'est une armée d'avocats, donc où est le droit, on ne sait pas, et donc c'est l'affirmation d'une revendication légitime, d'une occupation légitime, pour dire ce projet a été engagé sur de mauvaises bases, on va peut-être y revenir, il est mal conçu. Nous pensons au contraire qu'il ne faut pas faire un aéroport qui, selon ses opposants, serait amené à être économiquement déficitaire, qui artificialiserait des terres, c'est-à-dire qui mettrait du béton et des pistes de ciment à un moment où
on dit qu'il faut protéger la biodiversité, qui entraînerait un trafic aérien important au moment même où on dit qu'il faut changer, lutter contre le changement climatique. Oui, c'est le sommet de Doha. Mais qui a commencé en ce moment. La France, d'ailleurs, est représentée. Je suis persuadé que Mme Delphine Batho va faire un magnifique discours. Et il est fort probable que la France, pour manifester son engagement pour lutter contre le changement climatique, organisera une conférence des Nations Unies à Paris en 2015. Bon. Donc, voilà. Les arguments sont là. Oui, parce que les conférences sur le climat, si vous voulez, ça continue. Donc, on en est déjà à dire 2014, il ne va rien se passer. On va faire celle de 2015, celle de 2012. Là. Bon, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, en gros, ce que disent les opposants, qui sont constitués... On a vu des images de violence, si on a le temps, on y reviendra. Mais enfin, on aurait pu aussi montrer beaucoup d'images d'opposants qui ont fait des recours, qui ont fait des dossiers juridiques, qui ont des paysans qui sont là avec leurs tracteurs, des gens qui parlent et qui disent. Et puis aussi l'image de la manifestation, où il n'y a pas eu seulement les personnes que nous avons vues là, mais où il y a eu, samedi 17 novembre, plus de 20 000 personnes, très certainement, et une foule très joyeuse, très colorée, de toute origine, de très bonne humeur et avec beaucoup d'argumentation. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les opposants qui sont là dans ce bocage, mais qu'ils représentent, parce que la lutte de Notre-Dame-des-Landes est vraiment centrale par rapport à la question écologique dans notre pays en ce moment, représente la confluence, la convergence de beaucoup de gens dans la société française par rapport au problème de changement climatique, de paysans, d'un autre développement économique, aussi, si on a le temps, on en dira un mot, du gaspillage économique et peut-être des intérêts privés, peut-être des conflits d'intérêts et peut-être de détournements légaux. Alors là, est-ce qu'il y a désobéissance civile? Est-ce que c'est justifié? On a entendu José Bové parler de désobéissance civile. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que Tariq Ramadan? Oui, moi j'écoute vos arguments, mais en même temps, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. Quand on parle de la loi, qui en parle pour nous dire ceci est la loi et vous êtes dans l'illégalité? C'est le pouvoir qui est en train de nous dire ça a été décidé, la loi est ainsi, tout ce que vous ferez sera illégal. En fait, c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des recours. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des gens qui vivent sur le terrain et à qui on prend la terre au nom de la loi, mais sans tenir compte d'un recours qui questionne la lecture de la loi. Donc c'est le pouvoir qui nous dit la loi. Et aujourd'hui, vous avez... Parce qu'aujourd'hui aussi, les images nous trompent. On a l'impression de gens qui sont pour la violence et qui sont en opposition. Ce n'est pas ce qu'ils disent du tout. Ce sont des gens qui ont commencé dans la non-violence et qui disent aujourd'hui, il y a deux choses que l'on veut dire. Un, c'est que ce qu'on nous dit être la loi n'est pas tellement la loi parce qu'on ne reconnaît pas le droit des habitants, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est une question beaucoup plus large et c'est celle que vous relevez, c'est l'hypocrisie du discours politique où on va de conférence en conférence dire qu'on est tout à fait intéressé à la question de l'écologie, mais qu'en fait l'aéroport ici c'est exactement le contraire, on va à l'inverse de ce qui est le discours politique. Donc dénoncer l'hypocrisie du pouvoir et l'instrumentalisation de la loi contre la voix citoyenne, ça me paraît pour moi légitime de descendre, d'éviter toute violence, mais de dire avec force qu'en fait la violence du pouvoir aujourd'hui, c'est d'utiliser le droit contre le droit des citoyens. Cécile Philippe. Oui, c'est vrai. Là, je me retrouve dans tout ce que vous dites, puisque là, vous mettez le focus sur les droits de propriété qui ont été bafoués. Mais là où j'ai l'impression qu'il y a un peu le droit de propriété, vous y êtes sensible. Mais énormément, parce que je pense que c'est de là que découle la responsabilité individuelle et qu'on peut éviter les fameux gaspillages économiques dont vous parliez avec Enf. Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé dans cette affaire, ça fait longtemps que les principaux propriétaires ont été expropriés. D'ailleurs, il y a un tribunal de grande instance qui vient de rendre un jugement en disant que le prix d'indemnisation avait été largement sous-estimé, parce qu'effectivement, il avait été évalué au prix déjà dévalué du fait des nuisances d'un possible aéroport. Donc, ils ont réévalué le montant des indemnisations. Et effectivement, je trouve aussi choquant que quand un acteur privé se dit intéressé au développement d'un projet, eh bien, il puisse utiliser la force publique contre les propriétaires locaux, puisque normalement, ce qui devrait se faire, c'est de la négociation avec tous les propriétaires, tous les résidents, pour savoir si le projet économique est viable. Parce que sinon, vous arrivez à des coûts qui sont bien largement inférieurs à ce qui serait légitime de payer pour développer ce type de projet. Sachant que l'aéroport actuel peut tout à fait encore
Si je vous ai bien compris, vous défendez, vous êtes contre ces expropriations, comme vous seriez contre la nationalisation de Mittal, d'ArcelorMittal, par exemple, hein, dont on parle, dont on commence à parler en ce moment. Je pensais que vous alliez faire l'éloge, au contraire, du business, de l'économie, du progrès, de l'aéroport, des communications, et dire. Mais non, mais vous voyez, ça montre exactement à quel point les idées libérales sont incomprises, parce que la liberté, c'est pas sans la responsabilité, le droit, c'est pas sans les devoirs, et simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un système, et c'est le système de la France traditionnellement, c'est un système qui est fondé sur des droits de propriété bien définis et respectés. Et là, dans ce genre de grands projets publics, vous voyez, on arrive vite à l'utilitarisme. Oui, mais ça va avoir plein de retombées positives, etc. Mais comment on les calcule? Parce que ce projet, c'est quand même une grande gabegie financière. Les estimations, c'est déjà 600 millions d'euros, mais on oublie de tous les investissements annexes qui seront l'aménagement du territoire, le tram-train qui est déjà à 100 millions. Mais vous avez vu l'état des finances publiques en France? On a un aéroport Nantes-Atlantique qui fonctionne encore, qui a 3 millions et quelques de passagers. Enfin, il y a des aéroports du même type qui sont déjà à 7, voire 15 millions de passagers par jour. Et nous, on est déjà en train de parler d'un projet qui serait plus grand que CDG, que le Charles de Gaulle. Enfin, vous voyez, on est dans un monde particulièrement curieux qui se dit qu'on a des ressources qu'on n'a plus, justement. Les déficits sont vraiment là. Et donc, il faudrait peut-être commencer à en avoir conscience. Henri Pénard-Ruiz. Oui, moi, je trouve que les manifestants hostiles à cet aéroport ont doublement raison. Du point de vue de la légalité, ils ont raison. Ah bon? Ils ont raison du point de vue de la légalité. Il n'y a pas... Attendez, il n'y a pas... Les recours ne sont pas épuisés, ça a été rappelé, ils ont parfaitement... Et du point de vue de la légitimité, puisque il peut être légitime de contester une loi. Par exemple, les fonctionnaires qui, sous Vichy, ont refusé d'obéir à la loi qui leur imposait de désigner les Juifs aux nazis, ont eu raison. Ils sont l'honneur, d'ailleurs, de la République. Donc, effectivement, il peut être légitime de désobéir à un ordre légal qui lui-même est illégitime parce qu'il était illégitime parce que la République française interdit de stigmatiser une personne en raison de son origine. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais elle n'interdit pas de faire des aéroports. Mais cet aéroport a été conçu il y a 40 ans, à une époque où l'inquiétude écologique n'était pas encore clairement explicitée. Elle commençait, c'était les prémices. Aujourd'hui, il faut s'interroger sur ces projets pharaoniques qui sont attentatoires aux terres agricoles, au droit des êtres humains de travailler dans le bocage nantais. On sait aussi que l'idée d'une économie de proximité reprend du service, parce qu'aujourd'hui on a une France où les stocks sillonnent les routes françaises sur des poids lourds. Donc effectivement, le temps est venu de mettre en dialectique, d'une part, une économie sociale au service du peuple, une écologie véritablement redéfinissant les règles de l'économie, avec une prévision, avec un souci de responsabilité à l'égard de la nature. La nature n'est pas réductible à un ensemble de ressources qu'on va piller indéfiniment. Il y a une limitation des forces naturelles. Donc la nature, c'est notre séjour, c'est notre demeure. Il faut donc effectivement préserver la nature parce que nous avons aussi des responsabilités à l'égard des générations futures. Donc il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que le mode d'élaboration des décisions met en cause le système politique aujourd'hui. Il faut passer à une 6e République aussi, pour faire en sorte que le peuple puisse dire son mot, qu'il ne soit pas écarté. Pour ma part, les 3 aspects de l'écologie, du socialisme et de la République sont intimement mêlés. Et sur ce plan, les résistants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont pleinement raison. Mais alors, si je vous entends bien, et vous êtes le plusieurs à le dire, les résistants ont pleinement raison, ils sont dans leurs droits et leur résistance est légitime. Mais alors, quand on entend tout ce que l'on nous dit sur l'urgence écologique que vous invoquez, et on nous le dit depuis un certain nombre d'années, on va nous le redire en ce moment au sommet de Doha, si on réécoute tout ce qu'on nous a dit, à ce moment-là, toutes les résistances sont justifiées. Écoutez, petit florilège de tout ce qu'on nous dit sur l'urgence écologique depuis quelques années, et on s'attend à ce que tout le monde se mette à résister partout contre tous les aéroports du monde. Écoutez. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. L'ancien vice-président des États-Unis déclenche le compte à rebours d'un désastre annoncé, terrifiant. Our
C'est notre survie qui est en jeu. Le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi vaste qu'actuellement au-dessus de l'Antarctique. Soit on croit que le changement climatique est une catastrophe qui s'abat sur le monde et on agit maintenant. Soit on n'y croit pas et on prend la responsabilité de contredire la quasi-totalité des experts mondiaux sur le sujet. Les maisons construites sur le littoral ne résisteront pas longtemps aux tempêtes. Quant aux fleuves, en débordant, ils inonderont des villes entières. Même la capitale ne sera pas à l'abri de la catastrophe. Si nous, ici, à Cancun, nous rejetons le protocole de Kyoto, alors nous serons responsables d'un écocide, ce qui est l'équivalent d'un génocide, car nous allons porter atteinte à la survie de l'humanité. À chaque fois, on vous parle d'urgence, mais cette fois, tous les clignotants sont au rouge. Une nouvelle étude prévoit en effet une hausse de 4 degrés à la surface du globe dans moins de 50 ans. Les conséquences seraient désastreuses. La réalité, c'est que, alors qu'il faudrait que les émissions des gaz à effet de serre commencent à diminuer très rapidement, elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'au cours des 10 dernières années. Alors, une fois qu'on a entendu tout ça, on est justifié à bloquer tous les aéroports du monde, y compris Charles de Gaulle et tous ceux qui fonctionnent, à empêcher les trains de partir. Enfin, c'est la situation d'urgence, Bruno Gassio. On est justifié à le faire lorsque ça aide l'ensemble. Et visiblement, à moins que tous les scientifiques se gourent tout le temps, sauf Claude Allègre, évidemment, il faudrait évidemment faire quelque chose. Donc ceux qui font quelque chose pour Notre-Dame-des-Landes, on doit les soutenir. Je ne connais pas du tout le dossier. Je sais qu'ils traînent depuis très longtemps. Vous ne diriez pas jusqu'à soutenir tous ceux qui bloqueraient les centrales nucléaires, bien sûr que si. Tous ceux qui feraient sauter les usines, etc., Oui, bien sûr. Je serais prêt à soutenir des gens qui même feraient des actions extrêmement radicales. Vous faites rire, monsieur Gassio. Vous êtes prêt à revenir à la chandelle ou quoi? Enfin, vous en êtes encore à ces arguments. Non, parce que c'est la vérité. Non, c'est la vérité. C'est en 1968 qu'on disait c'est le nucléaire ou la bougie. On a les deux. Mais si vous on a et le nucléaire et la barbarie. Vous voulez pas d'énergie nucléaire, vous voulez quoi? Vous voulez plus, vous voulez bois, vous voulez le charbon? Quand est-ce que j'ai dit ça? Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Attendez, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Enfin, je dis, quand c'est justifié que ça va aider l'ensemble, on peut faire des actions même extrêmement radicales. Parce que c'est l'ensemble de la planète. Donc on peut dire à nos politiques, soutenez-nous, au lieu d'être contre nous. Soutenez-nous. Il y a des partis pour ça, qui s'appellent des partis écologiques. Nous, on a un parti en France qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, qui est au gouvernement et dont les dirigeants sont à Notre-Dame-des-Landes. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vit dans une énorme confusion, où, effectivement, la planète brûle. Ouais. On voit bien que ça part un peu en sucette partout. Et nous, on occupe notre temps depuis 10 jours avec l'UMP, je suis d'accord avec vous, mais on aime ça. Enfin, il y a aussi Notre-Dame-des-Landes, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais l'être humain est ainsi fait qu'il aime certaines choses plus simples que d'autres. Copé, Fillon qui se tape dessus, on adore ça. Pendant ce temps-là, la planète qui brûle, Al Gore, le film qu'on a vu d'Al Gore, Al Gore dans son film a une phrase terrible quand on l'interviewe, il dit « J'étais vice-président des États-Unis d'Amérique, donc je pensais pouvoir faire quelque chose. Je n'ai rien pu faire contre les lobbies. » Vous pensez bien que nous, ici, à Notre-Dame-des-Landes, ils ne vont pas y arriver non plus. Hein. Alors, Henri Pénarruis, juste parce que je voudrais savoir, je disais, est-ce que tout ce discours et le fait que même le président des États-Unis ou le vice-président ne peut rien faire, est-ce que ça justifie de s'attaquer au lobby? Est-ce que l'urgence écologique est à ce point qu'elle justifie toutes les résistances, y compris les plus violentes? Non, mais attendez, on ne peut pas passer à la limite dans une vision apocalyptique où on dirait il faut aucun aéroport, aucun autoroute, etc. C'est un peu ce qu'ils disent quand même tous. Non, ils ne disent pas ça. Ils disent que dans le cas particulier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes... Non, je parlais de nos dirigeants, je ne parlais pas des opposants. Non, mais revenons au cas précis. Moi, je voudrais prendre le seul argument qui est objecté, qui est qu'en période de chômage, ça va créer des emplois. À ceci, il faut répliquer une chose quand même très importante, c'est que n'importe quel emploi ne doit pas être créé. Ce qu'il faut créer, ce sont des emplois qui sont écologiquement maîtrisés, socialement maîtrisés. Et si notre gouvernement veut véritablement lutter contre le chômage et créer des emplois, il n'a qu'à commencer par faire la loi anti-licenciement boursier que François Hollande avait prévue et qu'on attend toujours. Ça, c'est une bonne façon de créer des emplois. Et M. Mittal, qui a reçu pour s'installer en France des sommes considérables et qui propose de s'en aller sans les restituer, je pense qu'il faudrait quand même
quand on donne des fonds à des entreprises pour s'installer, qu'au moment où elles mettent la clé sous le paillasson, elles restituent l'argent. Et je ne verrai pas d'un mauvais œil qu'on les nationalise pour cette raison. Ouais. Albert Roggien, juste pour continuer, est-ce que l'urgence écologique justifie toute forme de désobéissance civile et de résistance? Je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est de la désobéissance civile. Effectivement, je pense que c'est une lutte forte, articulée. Révolte même. Oui, enfin non, je pense que c'est une lutte politique qui emploie ses propres arguments, ses propres formes. C'est assez bien organisé, par, pas de façon nécessairement uniquement spontanée. Il y a là toutes les forces vives de la contestation d'un mode de production, d'un mode d'organisation des sociétés. C'est totalement incontestable. Donc c'est plutôt pour moi une lutte assez forte, et assez bien menée, et qui a rencontré curieusement aujourd'hui, peut-être moins avant, mais c'est toujours pareil dans ces luttes, c'est pareil pour les indignés, c'est pareil pour Occupy Wall Street, subitement des gens sont prêts à venir sur le terrain, alors que 3 ans avant on y va, il n'y a personne. Donc là, simplement, ce qui est formidable dans ces mouvements, donc je ne sais pas si c'est de la désobéissance civile, comme le dit José Bové. Je pense que la désobéissance civile a certaines caractéristiques qu'il n'y a pas là, en particulier un déploiement de force et une volonté d'en découdre, même au point où cette manifestante dit il faut vraiment passer au sabotage. Encore une fois, ce sont des choses que je ne peux pas contester. Mais donc, juste sur la qualification, ça demanderait à être mieux défini. Mais ce qui est intéressant dans tous les mouvements de désobéissance civile, et on le voit là ce soir, c'est que ça rouvre un débat que la loi semble clore. On dit voilà, le Parlement, enfin l'Assemblée régionale d'Ouest, enfin de Nantes, je ne sais pas quelle est a décidé cet aéroport il y a 40 ans, d'accord. Il n'y a pas eu d'opposition trop. On dit bon, c'est un acte démocratique, et ça aussi, on ne peut pas dire c'est le pouvoir qui vient. Disons, c'est une Assemblée régionale qui décide pour son développement à une époque où la décentralisation amenait les régions à vouloir avoir des projets pour elles-mêmes et pour couvrir le bassin d'emploi. On va dire une assemblée régionale élue démocratiquement peut prendre cette décision et contre la propriété privée de certains habitants, faire des réquisitions, des expropriations. C'est comme ça qu'on a fait le TGV, c'est comme ça qu'on fait des choses qui servent à la nation en général. Alors évidemment, aujourd'hui, probablement, le thème de la nation est un peu récessif, pas de la nation, mais du bien-être collectif de gens qui habitent sur un même territoire. Donc, c'est quelque chose on s'aperçoit que c'est pas l'objet du débat. Et ce que j'aime bien dans ces mouvements-là, qui ont une revendication forte, qui en plus rencontrent l'adhésion d'une grande population, et c'est ça qui donne sa légitimité au mouvement, c'est le fait qu'il n'y a pas d'opposition vraiment forte. C'est que le fait de dire on est là et on veut rester, ne rencontre pas d'opposition, ça permet de rouvrir quelque chose, un débat public, de remettre sur la table quelque chose que la loi avait arrêté. Comme à l'UMP, au fond. Oui, moi je pense que j'entends tout ce qui est dit, qui est très beau, c'est des grands principes, c'est magnifique, on devrait tous y adhérer. Mais moi je me demande si en définitive, dans cette affaire, c'est pas une affaire purement politique pour mettre le Premier ministre PS en difficulté par rapport à Europe Écologie Les Verts. Vous savez, on peut habiller de tout un tas de grands principes des réalités. Moi je ne sais pas, je ne fais pas partie de cette famille politique-là. Je n'en sais rien, mais enfin, je pense que ça serait bien de se poser la question. Non, mais à ça, il y a d'accord avec vous. Est-ce que je peux juste dire... Et celui-là me paraît intéressant. Non, alors on peut dire un petit mot. Si on demandait aux gens qui sont sur place, les gens qui ont créé leur communauté et qui ont été évincés, ce qu'ils pensent de la présence des députés écologiques sur place, on aurait un autre discours. C'est qu'ils ne sont pas très très d'accord avec cette représentation médiatique des gens qui viennent pour les caméras, pour déboulonner une maison et qui repartent le lendemain. Donc si on leur demandait, on verrait qu'il y a quand même un mouvement qui est beaucoup plus profond que celui-là. Oui, je pense quand même qu'il faut entendre des voix qui sont fondamentalement sincères sur cette question-là et qui sont très très honnêtes, et que ce n'est pas forcément de la manipulation politique. La chose que je voulais dire sur le point de vue du droit, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de droit là-dedans, c'est le discours politique sur le fait que le cadre légal est clos. C'est ça qui me paraît être le plus important. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'il y est encore en discussion et qu'il y a encore des choses à régler. La deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on nous pose la question, est-ce qu'il est légitime de résister? À partir d'un certain moment, moi, ce que j'entends des gens qui sont dans la rue, des citoyens, et c'est ce que vous avez mis en évidence aussi, c'est de mettre quand même en évidence
tout le discours des politiques est quand même assez hypocrite. De nous dire c'est une priorité de l'époque, mais finalement les décisions qui sont prises sur le terrain ne tiennent absolument pas compte de ces priorités. Et la voix des citoyens n'est pas entendue. Quand la voix des citoyens n'est pas entendue sur le plan légal, vous faites comment? Eh bien, vous manifestez, vous prenez des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'on nous dit être la loi pour dire qu'on questionne deux choses. Et une de ces choses-là, c'est l'hypocrisie des politiques. Moi, entendre aujourd'hui le discours de Gore ou le discours de Nicolas Sarkozy nous faire comprendre que finalement l'environnement est l'une de leurs priorités, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu pendant 5 ans de sa présidence. Non, mais encore une fois, Hervé Kahn va le dire, les gens qui sont sur place, les gens qui sont sur place ne se préoccupent pas de ça. Ils ont d'autres ambitions, d'autres impératifs et d'autres aspirations. Peut-être c'est ça que je vais dire, parce que y a un décalage énorme, et d'ailleurs qu'on retrouve là dans l'ordre de la discussion que vous avez eue. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui sont des citoyens, ils sont différents, mais c'est des citoyens, c'est pas des occupants ou des résistants, c'est des citoyens qui prennent en charge au sérieux la question du climat, la question de la crise écologique, la question de l'équilibre économique, la question de l'emploi paysan ou autre. Voilà, ils prennent en compte toutes ces questions. Et ils se mettent en œuvre par différents moyens. Si on avait le temps, on dirait que la violence, après tout, il y a des provocations policières. Ça a été avéré samedi où il y avait des gendarmes, 10 gendarmes qui étaient déguisés en black bloc derrière une barricade et à un moment ils sont sortis. Il y a un autre cas de provocation qui est à l'étude, donc les violences, voyons. Il y avait par ailleurs l'autre jour des jeunes manifestants qui sont venus presque nus en caleçon dans une séquence qu'on retrouve en vidéo qui est merveilleuse, très belle, où ils sont devant des gendarmes. Et parce que c'est un acte non violent. Et ils viennent nus et ils disent « voilà ce que nous faisons. Nous ne sommes pas armés, nous voulons dire quelque chose d'important ». Donc la violence, c'est plus compliqué que les images qu'on veut montrer. Mais le fond du truc, c'est que c'est ce décalage énorme entre la gravité de la crise écologique et de ce que nous vivons, l'apparent discours politique qui en pratique ne fait rien, et donc les gens le prennent en charge. Et ils le prennent en charge non seulement à Notre-Dame-des-Landes et en France, mais au Québec, les étudiants récemment, au Chili l'année dernière, en Égypte, même si c'est très compliqué dans beaucoup d'endroits du monde, au Bangladesh, il y a quelques semaines, il y a une bagarre très forte contre un projet de mine de charbon à ciel ouvert. On pourrait trouver des luttes populaires partout dans le monde, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, les gens prennent en charge, parce qu'ils les prennent au sérieux, ces questions. Alors que, et là, j'ai peut-être coupé un épisode, mais la discussion que j'ai entendue avant sur l'UMP, moi, ce qui me frappait, c'est qu'il n'y avait aucune idée. Alors que là, en 5 minutes, tout de suite, je crois qu'on a tous dit des choses à peu près intelligentes, intéressantes, alors qu'avant, c'était non. Mais je m'en fiche, Madame Boutin, de l'UMP, parce que l'UMP est ailleurs. Bon, alors je ne parle pas de l'UMP, Juste un dernier mot. Après, juste un dernier mot, c'est qu'après, il y a un problème d'articulation avec le pouvoir politique au sens de l'institution. Et ça, vous avez évoqué, par exemple, des députés écologistes, comment se fait l'institution. Et par exemple, au Chili, le problème du Chili, il y a eu un mouvement extraordinaire qui est parti sur une base écologique de protestation contre un projet de barrage en Patagonie, qui s'est articulé sur un mouvement étudiant extrêmement puissant. Je ne vous fais pas le détail. Et le problème, 100 000 personnes dans les rues à Santiago du Chili. On n'a jamais vu ces manifestations-là depuis 1973, des policiers, etc. Et ça ne passait pas parce que le système chilien est bloqué. Et donc, là, il y a une question politique qui se pose. C'est ce qui se passe met en évidence le décalage complet entre la superstructure politique et ce que dit le peuple et ce que disent les citoyens, bien ou mal, mais ils le disent. Mais il nous faut quand même trouver le moyen d'articuler pour... Dans mes petites provocations, si vous le permettez, vous parlez d'élus. Il y a des élus qui se sont révoltés récemment. Il y a des élus qui ont dit qu'ils n'appliqueraient pas la loi si la loi était votée sur le mariage homosexuel, qu'ils refuseraient d'appliquer cette loi. D'ailleurs, le président de la République a parlé de liberté de conscience. Après, il a retiré. Mais je vous laisse réécouter les arguments. Vous allez voir, on est là aussi dans la révolte. Mais est-ce qu'elle est légale, celle-ci? C'est ce qu'on va voir. Nous sommes 81% à le penser, c'était les derniers sondages qui donnaient ça pour les mères, que le modèle parental structuré autour d'un père et d'une mère est de loin le modèle qui est préférable. Je ne célébrerai pas de mariage homosexuel. Au-dessus de la loi, il y a la conscience. Et si M. Hérault ce matin a dit que les maires auraient à cœur de mettre en œuvre cette loi, je demande aussi à M. Hérault de considérer que les maires de France, ils ont une conscience. Je rappelle que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que cela concerne en particulier les élus qui, en effet, n'auront juridiquement pas le choix. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais, je le dis aussi, vous entendant,
des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. On applique la loi si on le veut, mais si on ne le veut pas, c'est la clause de conscience, elle n'est pas sanctionnée. Je pense que le président de la République vient de commettre une grosse erreur, d'autant qu'il est le garant en tant que président de la République de l'état de droit et de son application. Changement de pied. Depuis ce matin, le gouvernement cherche à atténuer les propos du président de la République sur la liberté de conscience des élus de célébrer ou non le mariage homosexuel. À midi, le chef de l'État a lui-même voulu dissiper tout malentendu. Ce que j'ai dit simplement, c'est que la loi doit s'appliquer partout dans toutes les communes de France. Les mois étaient tels qu'entre deux visites de chefs d'État, François Hollande a reçu cet après-midi à l'Élysée pendant une demi-heure des représentants d'associations de défense des droits des homosexuels. Il nous a dit qu'il regrettait en tout cas d'avoir utilisé ce terme et il nous a dit qu'effectivement ce n'était pas un terme approprié. Christine Boutin, vous n'êtes pas maire, mais vous soutenez les maires qui disent qu'ils ne refuseront d'appliquer la loi, si cette loi est votée d'ailleurs. À quel titre pouvez-vous soutenir De façon tout à fait juridique, la liberté de conscience, elle est dans la Charte des droits fondamentaux, le plan européen, elle est dans la Déclaration de 1946, et si véritablement cette liberté de conscience n'était pas accordée, si cette loi est votée, ce n'est pas fait encore, eh bien, je pense qu'il y aura véritablement des recours et des questions de constitutionnalité. Et là, on n'est pas dans l'application UMP des textes. On est dans la loi globale pour notre pays. Vous demandez en fait la même chose que ce qu'on avait accordé aux médecins au moment du vote de la loi Veil, qu'ils avaient le droit de refuser. Ou les militaires pour l'objection de conscience quand il y avait le service militaire. Effectivement, la liberté de conscience et le fait même que le président de la République, même s'il est revenu en arrière, a évoqué cette liberté de conscience, prouve bien que cette loi touche la conscience. Alors qu'on soit pour ou qu'on soit contre du reste. Et donc la liberté de conscience est un principe fondamental qui est prévu par les textes européens, les textes constitutionnels. Donc ça s'imposera. Et si jamais ce n'est pas reconnu, on va vers alors là aussi, des violences importantes. Henri Pénard-Ruiz, vous n'êtes pas du tout d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord, Madame Boutin. Je crois que la liberté de conscience ne s'applique pas dans ce cas. Ah bon? Ce n'est pas le champ d'application de la liberté de conscience. Un élu, il doit effectivement représenter le peuple qui a délibéré et choisi des lois. Et je crois qu'effectivement, il ne peut pas opposer sa conscience à l'application des lois. Sinon, c'est la boîte de Pandore. Il y a des élus, par exemple, qui ne veulent pas financer sur fonds publics des écoles privées religieuses qui diront « je ne finance pas au nom de la liberté de conscience ». Est-ce que vous la leur accordez? Il y en a certains qui le font, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un élu, par nature, quelles que soient ses options, est un homme ou une femme de conviction. Qui est élu sur la base de ses convictions. Si véritablement sa conscience est touchée, je vous dis qu'à la fois la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de 46 et aussi le Conseil constitutionnel depuis 1977, ça ce sont des textes de droit, c'est pas une question d'interprétation. Mais je crois qu'ils pourront démissionner, comme certains ont démissionné pendant le régime de Vichy. Non, mais effectivement, terminez votre raisonnement, pardonnez-moi, juste pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est différent. C'est extrêmement grave que les droits des êtres humains puissent varier en fonction de l'appréciation particulière des élus. Autrement dit, si deux homosexuels veulent se marier dans la commune A, dont le maire ne veut pas ce mariage, et sera imité peut-être par tous ses adjoints, avec donc l'impossibilité d'une délégation. Donc ils n'auront pas les mêmes droits que s'ils sont dans la commune B, où effectivement le maire sera d'accord pour marier. Donc on introduit, avec la possibilité de contester la loi de l'intérieur, une inégalité de droit. Et ça, je ne peux pas l'accepter dans une république laïque dont la loi est élaborée indépendamment de toute préférence religieuse après un débat démocratique. Il ne s'agit pas en fait, la liberté de conscience, c'est la liberté de penser ce que l'on veut. Ça n'est pas de la liberté de ne pas exécuter une loi. Je vais vous donner un exemple. Je suis professeur de philosophie. Dans ma classe, j'applique une déontologie laïque. Jamais mes élèves n'ont su si j'étais croyant ou athée, parce qu'ils n'ont pas à le savoir, c'est mon affaire privée, et parce que je me dois, dans l'exercice de mes fonctions, de respecter
l'universalité, pour que ni les athées ni les croyants ne se sentent mis en cause. Eh bien, cette règle, qui est une déontologie laïque et républicaine, doit s'appliquer à tout le monde, y compris lorsqu'il s'agit de l'éthique de vie. Que des êtres humains choisissent la relation homosexuelle plutôt qu'hétérosexuelle, c'est leur droit le plus strict, pourvu, évidemment, qu'ils respectent le droit commun, absence de violence, etc. Donc, je considère qu'il serait extrêmement grave d'introduire une différenciation des droits effectifs en fonction des lieux par le fait qu'on attribuerait une liberté de conscience. Vous le disiez, la liberté de conscience, c'est de penser ce qu'on veut, mais quand on est maire, quand on est représentant de la République, on ne peut pas appliquer une autre loi que la loi de la République. Quand on est prof, on n'applique pas un autre programme que celui de l'éducation nationale. Absolument. Ou alors on va dans le privé, hors contrat avec l'État. Absolument. Tariq Ramadan. Oui, moi, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a un élément sur lequel je suis d'accord avec vous et sur lequel il faut qu'on soit clair. À partir du moment où il y a une loi et qu'elle est votée, le citoyen, quel que soit son choix, doit pouvoir voir cette loi appliquée à lui de façon complètement égalitaire. Et qu'il n'est pas allé dans une autre commune, et ça c'est une chose qui est là-dessus je suis complètement d'accord. Maintenant, à partir du moment où vous avez dans cette commune quelque chose qui est de ne pas enfreindre la loi, de l'appliquer cette loi, clairement, mais que vous puissiez, même si vous êtes élu, dire sur cet élément-là, en ma conscience, je préfère déléguer ceci à quelqu'un qui est élu et que ça se passe, à la condition que même si on le passe, la personne voit ses droits respectés là où elle est. Pourquoi faut-il faire ou proposer une dimension qui serait parce que j'ai une clause de conscience, j'agis contre la loi? Non, on applique la loi, mais qu'on puisse reconnaître que quelqu'un qui est élu est un être humain qui a une démarche de conscience. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que parce qu'on a une démarche de conscience, on ne va pas appliquer la loi. Il faut que la loi soit appliquée, c'est la responsabilité du maire. Mais si le maire trouve quelqu'un qui le fait sans problème de conscience, pourquoi ça vous gêne? Et s'il ne trouve personne? Non, alors là, on est d'accord. Il faut que sur ce lieu-là... On a même dit qu'on déléguerait le préfet. Donc la mairie ne peut pas refuser. Exactement. Ça, c'est le principe. Elle ne peut pas refuser. Et le principe, effectivement, fondamental, c'est qu'il y ait stricte égalité des droits au regard du mariage pour tous. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas contester ce point. On ne peut pas le contester, mais vous voyez qu'en posant les problèmes de façon un tout petit peu différente, en disant on ne contestera jamais ce droit, mais on laisse la possibilité en interne à la mairie de laisser les gens agir en conscience. Pourquoi ? Non, on est dans la loi. Non, mais pas à l'inscrire dans la loi. Ah Puisque ça se fait. Non. Qui l'a dit d'inscrire dans la loi? Il y a des tas de maires qui ne veulent pas marier un musulman et une chrétienne. Attendez. Ou bien un noir et un blanc. Mais bien sûr. Et alors, ça, je ne connaissais pas ces éléments-là. On ne sait pas puisqu'on n'a pas le droit de le dire. Ah bon, alors. Sinon, le maire sera attaqué. C'est le principe du complot. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire. Alors, on file à son adjoint. Il y a des mairies qui ne pense pas que c'était. Non, je ne pense pas que ceci devait être inscrit dans la loi. Tariq Ramadan, cela dit, ça ne vous embête pas s'il y a des maires, effectivement, comme le dit qui refusent de marier des chrétiens, des musulmans ou des noirs et des blancs, ça vous embête pas du moment qu'ils sont mariés quand même? À partir du moment où ils sont mariés quand même, où les citoyens voient leurs droits respectés, il appartient à la mairie et au maire de trouver les moyens d'appliquer cette loi. Mais on doit reconnaître. De refuser. Mais on doit reconnaître qu'on a une conscience. Non, il n'a pas le droit de refuser. Les citoyens sont égaux devant la loi. Alors, au nom de quoi les hétérosexuels auraient plus de droits que les homosexuels? C'est pas une question. Alors non, mais c'est parce qu'il s'agit de ça. Mais bien sûr qu'il s'agit de ça. Non, parce que de toute façon, les homosexuels qui seraient mariés par les adjoints et les conseillers municipaux vont dire qu'il n'y a pas d'égalité de droits parce qu'ils ne seront pas mariés par le maire. Je veux savoir pourquoi un maire refuse de marier deux hommes. Donnez-moi la raison, une seule raison. Pour une liberté de conscience. Mais de conscience de quoi? Par rapport à la Bible? On va pas refaire le débat sur par rapport à la Bible. Vous savez très bien que ce n'est pas un problème religieux, ni un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de conscience. Alors on ne s'arrête jamais sur la liberté de conscience. Mais moi, ce que je vais vous dire... On pourrait tous s'y mettre. Si vous voulez vous exciter encore plus... Pour une question de liberté de conscience. Les policiers n'expulsent pas pour une question de conscience. Je veux dire, moi, je peux penser qu'il y a une question, non pas de, je dirais, alors pour le coup, où on peut résister et même faire de l'incivilité quand il s'agit Sauf pour ça. Non, quand les lois sont indignes pour les hommes, quand elles mettent en question la dignité humaine. Alors je voudrais savoir en quoi la loi pour le mariage est indigne pour les humains. En revanche, quand on expulse les sans-papiers ou quand on dit, par exemple, quand il y a eu cette loi sur où on a désobéi, on a fait une grande pétition, où M. Sarkozy avait proposé qu'il y ait 5 ans de prison et 30 000 € d'amende si on prenait un sans-papier chez lui, là oui, on peut désobéir, parce qu'il en va de la dignité humaine. Mais là, pour quelle raison? J'aimerais savoir, donnez-moi une seule raison.
La seule raison... Par exemple la vôtre, si vous étiez maire. Non. Puisque vous êtes d'accord avec que vous avez bien quelque chose dans la tête, quand même. Oui, c'est pas juste la liberté de fonctionner un peu, mais au nom de la liberté de conscience. Parce que qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience? C'est une... C'est privé. Non, c'est pas privé. Ben alors, c'est quand il s'agit d'une loi qui répond à une minorité et qui ne correspond pas au bien commun. À une minorité, mais vous n'êtes carrément pas à l'écoute de la société, madame. Non, mais attendez. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui. Oui, non, mais c'est pas le problème. C'est pas rien. 40 000 enfants. C'est pas le problème. Mais si, c'est. Non, c'est pas le problème. Il y a 40 000 enfants aujourd'hui qui vivent dans des couples, au sein de couples homosexuels. Mais je sais. Où ces homosexuels n'ont pas les mêmes droits que les parents homosexuels. Donc quand les enfants vont à l'école, hétérosexuels, si un des conjoints meurt. Si vous voulez vous exciter encore plus, je vais dire à monsieur Tariq Ramadan, je vais vous dire à tous, c'est que non seulement, effectivement, on peut déléguer à des maires, mais d'après ce que je sais, il y a 400 communes, vous m'entendez, sur les 36 000 communes en France, il y a 400 communes qui n'approuvent aucun dans le conseil municipal, ni le maire, ni les adjoints, ni les conseils municipaux, qui veulent célébrer ce mariage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont tous homophobes. Non, les grands mots sont sortis. Ils sont homophobes. Il ne s'agit pas du tout d'homophobie, pas du tout. Bien sûr, parce que la loi fait avancer les mœurs, la loi fait avancer les esprits, la façon de vivre ensemble. Oui, ça c'est un peu simple. Non, c'est pas simple. Vous savez pourquoi c'est pas simple? Parce qu'il y a encore 80 pays dans le monde qui pendent des individus parce qu'ils sont homosexuels. Et c'est parce qu'il y a eu la dépénalisation. Excusez-moi, c'est parce qu'on fait avancer certaines lois pour que les gens puissent avoir les mêmes droits, que les gens sont moins insultés. Mais c'est pas une question de droit. Ah, c'est pas une question de droit. Non, pourquoi? Parce que l'égalité de droit, nous ne l'aurons pas par cette loi. Parce que vous considérez que c'est pas pareil. Les hétérosexuels et les homosexuels n'auront jamais une égalité de droit. Ce sont des sous-hommes ou c'est quoi alors? Non, mais est-ce que c'est vous qui le dites? C'est vous qui êtes homophobe. Mais pourquoi c'est pas les mêmes droits? Vous êtes homophobe, madame. Vous êtes homophobe. Non, mais c'est vous qui êtes homophobe. C'est vous qui dites des choses épouvantables. Vous dites, mais non, puisque vous leur donnez pas les mêmes droits. Mais non, parce que si on ne fait pas la procréation médicalement assistée, si on ne fait pas la GPA, vous n'aurez pas d'égalité de droit entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Voilà, ça peut peut-être vous surprendre que je vous dise ça, mais si on regarde du côté du droit, moi je comprends les associations homosexuelles qui militent, même si je les combats, parce que si on se fonde uniquement sur le droit, l'égalité de droit fait qu'il devrait y avoir la PMA et la gestation pour autrui. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que si, c'est l'égalité de droit. Ça veut dire que toute femme devrait avoir le droit d'avoir un enfant, même si elle n'a pas d'ovaire ou elle n'a pas d'utérus. C'est ça que vous voulez dire. Elle aurait le droit de réclamer. Et les hommes ont le droit de la GPA, absolument. Parce que si, la gestation pour autrui. Votre histoire d'égalité de droit ne tient pas debout. Voilà. On s'arrêtera là sur l'égalité des droits, si vous êtes d'accord. Et quelqu'un voulait intervenir, Cécile Philippe, sur la question plus large de la possibilité ou non de refuser, quand on est maire, d'appliquer une loi. Alors, Albert Eugène? Non, je voulais juste faire une remarque du débat là autour de la table. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui sur le point d'avoir une loi qui va permettre des vrais contrats entre personnes de même sexe, qui va régler des vrais problèmes d'enfants qui sont nés de couples homosexuels. Mais ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que, y compris ici, on ne peut pas entendre l'avis de certaines personnes qui seraient opposées et qui, pour leurs valeurs, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas les miennes en l'occurrence, mais quelles qu'elles soient, ne voudraient pas déclarer ce type de contrat. Mais bon sang, le fait est qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est que ce type de contrat entre personnes de même sexe va être possible. Si en plus on donne au maire ou à toute autre personne, y compris, moi je pense à l'adoption, parce qu'effectivement, l'adoption par des couples homosexuels, c'est ce qui pose le vrai problème pour un certain nombre de personnes conservatrices qui croient en Dieu, etc. Mais c'est pareil, la liberté de conscience devrait être élargie, mais bien plus que ce qu'elle est aux maires, mais à tous les individus, à savoir que chacun doit pouvoir agir en sa entre liberté de conscience et de choix. Parce que le choix, maintenant, il va exister. Et c'est ça la nouveauté, c'est que... Vous reconnaissez... Parce que moi, il me paraît... Je veux dire, on parle de liberté de conscience pour les citoyens, c'est un droit fondamental, constitutionnel et fondamental dans ce pays. Et on voudrait que, parce qu'on est élu, on n'ait plus de liberté de conscience. À partir du moment... c'est pas normal. Non, mais attendez, et surtout qu'aujourd'hui, il va être question de le rendre possible. À partir du moment où la liberté de conscience n'entraîne pas de dysfonctionnement légal
ou, en l'occurrence, de discrimination, laissons les gens avoir leur possibilité de s'exprimer. Et moi, je pense, cette façon de poser le problème, c'est-à-dire à partir du moment où vous exprimez une liberté de conscience qui ne correspond pas à votre idée de la liberté, eh ben vous êtes homophobe. Mais qui a parlé de ça? C'est réducteur et dangereux. C'est très dangereux. Henri Pénard-Ruiz, je crois Monsieur Ramadan, il ne faut pas caricaturer. Ce que Madame dit, elle y insiste, c'est que quand une société est prête à accepter une émancipation du droit par rapport à des conceptions religieuses d'un autre âge, eh bien, il faut, mais je juge, on a le droit de juger. Il a sa liberté d'opinion. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un citoyen qui n'engage que lui-même et un élu qui engage la République. Cette symétrie que vous semblez faire entre un citoyen et un élu qui engage la République ne tient pas la route. Quand on se présente pour être édile, pour être maire d'une municipalité, on doit accepter a priori que les lois de la République sont les mêmes pour tous. Et ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de l'extension des droits des hétérosexuels aux homosexuels. C'est-à-dire, c'est une généralisation de l'émancipation. Et cela, c'est un point majeur. Donc, effectivement, on ne peut pas objecter au nom d'une conscience religieuse particulière qu'on est contre et qu'on va entraver l'application de la loi. Écoutez-moi avec précision. C'est clair. Mais je vous ai écouté. Vous avez mis en symétrie le simple citoyen dont la liberté de conscience n'engage que lui et la liberté de conscience du maire. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que dans les deux cas, il y a une liberté de conscience. Et qu'on soit élu ou pas, on a une conscience et on a des convictions. Alors, juste laissez-moi terminer sur ce point. Ce que j'aimerais dire, c'est que si un maire ou un élu entrave l'application de la loi, alors je ne suis pas d'accord. Mais qu'un maire ou un élu ait une conscience et qu'il n'entrave pas l'application de la loi, mais qu'il la dise pour lui-même et qu'il ait le droit d'être entendu, est-ce que vous l'entendez? Malade, vous voulez dire? Non, pas se porter malade, simplement de dire. Le maire peut faire quelque chose sur ce sujet. Rapidement, essayons de séparer les deux questions. Au départ, vous aviez posé la question de la liberté de conscience. On laisse le sujet sur lequel elle s'applique et où il y a une certaine dissymétrie d'opinion. Donc revenons à la question. Et moi, je suis d'accord avec Henri Pénard-Ruiz, c'est que le maire n'est pas un citoyen comme les autres. Il représente la loi. L'élu représente la loi. Donc il exécute la loi ou il démissionne? Et ce qu'il peut faire, il démissionne. Et je vais prendre un exemple. On va prendre quelque chose de... Non, s'il vous plaît, madame. L'exemple, par exemple, du maire du Cheffren, dans la Manche, où il y a un projet de ligne à haute tension qui est mené de manière extrêmement violente, extrêmement brutale par l'État. Le maire, après un certain nombre de réprimandes, etc., a démissionné avec son conseil municipal. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec ce qu'a dit Cécile Philippe, qu'on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Dans ce cas-là, l'élu démissionne parce qu'il représente la loi et l'institution. Dernier mot, Albert Roggien, et on change de sujet. J'en ai encore un. Pas piquer des hannetons. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, si la loi est votée, je pense que simplement les maires qui refuseront de marier des homosexuels se rendront ridicules auprès de leur population parce qu'ils sont contrôleurs du temps. C'est une possibilité dans certaines mairies Front National. Vous verrez. Mais non, c'est pas Front National, c'est très bien les gens de gauche qui ne veulent pas le faire non plus. Non, tous les arguments qui sont avancés en France pour dire que le mariage homosexuel et l'adoption vont dégrader la société. Dans toutes les sociétés, disons, qui nous environnent, ça se passe très très bien. Les sociétés ne se sont pas effondrées, tout marche très très bien. C'est des pays européens. C'est en ce sens que je crois que les maires seront ridicules et continuent. Sous un an, ils marieront les homosexuels. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans un acte de désobéissance civile, ce qui nous plaît beaucoup, ce qu'on trouve admirable, c'est que ça c'est fait pour augmenter les droits des personnes. Et dans ce cas-là, c'est une désobéissance civile qui sert à ne pas donner de droits aux gens, et ça fait une grosse différence. Alors, dernier sujet, on en a énormément parlé, pas seulement à cette rentrée, à la rentrée. Alors, dernier sujet, on en a énormément parlé, pas seulement à cette rentrée, à la rentrée précédente, c'est évidemment la question de l'exil fiscal, de l'évasion fiscale. À chaque fois, on le dénonce, et pourtant, il y en a certains qui disent que c'est une révolte, comme les autres, et qu'on a bien le droit. Mais d'abord, petit Floris. Johnny Hallyday, l'exilé fiscal le plus médiatisé, pas le plus fortuné.
La situation de la star est néanmoins enviable. L'impôt helvète ne lui aurait prélevé que 10% des 5 millions d'euros gagnés en 2011. Pour fuir l'impôt, ils sont des milliers à avoir choisi de résider en Grande-Bretagne, au Luxembourg, mais surtout en Suisse ou en Belgique. Cécile de Forêt est l'une des riches héritières du groupe Carrefour. Ce qu'elle est venue chercher ici, c'est la tranquillité pour sa fortune. Ne pas avoir besoin de s'en occuper, c'est ça le luxe. C'est ça le luxe. Mais si on a de l'argent en France, il faut s'en occuper tout le temps. Il faut se cramponner, il faut se défendre. Expliquer qu'on n'est pas un salaud. Or, on a gagné de l'argent, on n'est pas toujours un salaud. Chaque année, ces évadés fiscaux représentent 50 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État français. On met parfois en avant la fraude au RSA, qui coûte 2 milliards, je crois, au budget de la nation. L'évasion fiscale, c'est entre 40 et 50 milliards par an, selon des sources concordantes. C'est la seule différence. Alors, je rappelle que l'évasion fiscale, on confond un peu toujours tout. Hein, l'évasion fiscale, l'exil fiscal, la fraude fiscale. L'évasion et l'exil, c'est légal. On a le droit d'aller où on veut, y compris à l'endroit où on paye le moins d'impôts. Puis il y a la fraude fiscale. Mais des deux côtés, de toute façon, on a tendance à dire, après tout, si on trouve ça illégitime, si on a l'impression qu'on vous confisque vos biens, qu'on vous confisque votre richesse, votre argent, qu'on vous empêche de travailler, on a bien le droit de se révolter, on a bien le droit de ne pas obéir à la loi qu'on trouve indigne, injuste, etc., etc. Et donc, on a bien le droit de soustraire à l'impôt le plus qu'on peut. Est-ce que c'est votre avis, Cécile? Oui, c'est ça, sauf que c'est une vision assez restrictive de l'exil fiscal, parce que je pense que l'exil fiscal, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas simplement des capitaux ou une épargne qui part à l'étranger. C'est des gens qui, sur place, décident de payer la nounou au noir parce que les heures ça, c'est la fraude. Supplémentaires. Ça, c'est la fraude. Oui, mais la limite est très ténue. La fraude, c'est ce qui est interdit. L'exil, l'évasion, mais alors, permis. je vais vous prendre un autre exemple. C'est les personnes qui vont pas déménager de leur logement parce qu'il y a des droits de mutation absolument colossaux. Les gens qui vont décider de ne pas travailler plus ou de travailler moins parce que sinon toute la partie qui vont travailler en plus. Ça, c'est de la déperdition de travail. Et mais ça va tout ensemble. C'est-à-dire que ça représente toujours ce phénomène, vous savez, dont Non, c'est un phénomène économique hyper important qui est celui du trop d'impôts tue l'impôt et du seul moyen finalement qu'ont les gens parfois de sanctionner des décisions publiques qu'ils n'approuvent pas. Est-ce que c'est une révolte au même titre qu'on a vu des révoltes très différentes pendant toute cette émission? Est-ce que c'est une révolte qui peut se défendre? Non, c'est la continuation d'une attitude mafieuse de l'oligarchie, et de la même manière que c'est ceux qui n'entendent pas la question du changement climatique, qui se disputent de manière sur l'UMP, etc., qui refusent, qui imposent qui imposent un certain nombre de choses et qui maintenant continuent, alors que les États sont affaiblis, sont divisés en nations et que par exemple on n'a pas d'unité fiscale en Europe, ce qui est absolument essentiel, alors que la liberté des capitaux est totale. Et donc c'est une oligarchie qui maintenant se permet de fuir totalement le pays. La liberté des capitaux et des individus est totale. Des individus capitalistes, mais qui s'entendent très bien seuls, ils se réunissent, ils font club quand même. Henri Pénard-Ruiz. Bon, écoutez, je pense que quelqu'un qui gagne de l'argent en France, s'il le gagne effectivement au détriment d'autrui, il doit rendre compte. Il y a des enrichissements coupables. Quand par exemple on licencie les travailleurs pour accroître les ratios des bourses, cet enrichissement est coupable. Et quand après, de surcroît, on refuse de payer sa part du pot commun, parce que qu'est-ce que l'impôt? C'est le fait de cotiser au pot commun. On cotise en fonction de ses moyens et on sera pris en charge en fonction de ses besoins. Le SAMU qui s'arrête sur le bord de la route pour relever un grand blessé ne lui administre pas des soins proportionnés à ce qu'il a payé. Il lui administre des soins proportionnés à ce que requiert sa survie. C'est le principe de la péréquation et de la progressivité. L'ultralibéralisme refuse cette redistribution. Moi, je l'accepte parce que je considère qu'on vit dans un monde commun à tous et qu'une certaine façon de s'enrichir, comme disait Victor Hugo, qui produit la richesse en créant la misère. Lorsqu'on crée de la richesse en mettant sur le tapis des milliers de travailleurs, on doit rendre des comptes, on doit payer des impôts. Et je trouve que l'exil fiscal est d'une part éthiquement inacceptable et juridiquement doit être combattu. Les Américains font payer des impôts sur tout ce qui a été gagné sur leur territoire. Ouais. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? Monsieur Johnny Hallyday, grâce à son talent, gagne beaucoup d'argent,
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui viennent pour payer cela, et je crois qu'il est tout à fait normal qu'ils puissent participer à l'effort national. Quand on veut se soustraire à la redistribution, qui est un acte de solidarité, c'est quelque chose qui est anormal. J'ajouterais que les capitalistes externalisent les coûts sociaux et les coûts écologiques, parce que le travailleur qui a 50 ans se voit licencié, dérive dans l'alcoolisme, parce qu'on lui dit qu'il n'est plus rien, ça coûte quelque chose à la société. Mais c'est un coût qui ne figure pas dans les livrets de compte de l'entreprise. Attendez, juste parce qu'on a très peu de temps, je voudrais juste avoir l'avis de tout le monde. Tarek Ramadan. Très rapidement, moi je pense que c'est exactement ce dont on est en train de parler là, c'est des droits octroyés, c'est la légalité pour les riches de pouvoir tirer profit autant qu'ils peuvent des richesses d'un pays et puis de le préserver autant qu'ils peuvent ailleurs. C'est une démarche qui est légale selon le droit que l'on a, c'est absolument contraire à l'éthique fondamentale par rapport au pays dans lequel on est ou par rapport aux gens qu'on devrait servir. À partir d'un certain moment, c'est ça la vraie question. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a rendu des attitudes, des comportements par rapport aux impôts qui sont tout à fait dans la légalité, mais uniquement pour les riches, mais qui sont du point de vue de l'humanité, qui sont du point de vue de la solidarité humaine et de l'humanisme, totalement contraire à l'éthique. Et ça, on ne peut pas avoir de liberté de conscience par rapport aux humains, par exemple. On peut avoir une liberté de conscience par rapport aux humains quand ce n'est pas aux dépens de l'humain, mais c'est en respectant l'humain. Pédogatio, très vite. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais il y a une hypocrisie, puisqu'on parle ici de la loi et de la règle, et est-ce qu'on la transgresse ou pas. Mais la loi est transgressée elle-même, elle se transgresse toute seule, parce que dès qu'elle est créée, on crée des niches. L'optimisation fiscale, c'est une façon de dire, il y a une loi, et maintenant je vais mettre tout en place pour la contourner pour certaines personnes. Là, je crois que c'est BNP Paribas qui a 373 filiales dans des paradis fiscaux et leur bouquin d'optimisation fiscale était fait comme ça. Dans le comité Roosevelt 2012, je fais un petit peu de pub, on s'occupe beaucoup de ça. J'espère que vous ne trompez pas de banque. Hein. Mais personnellement, j'y suis. Mais j'y suis par capillarité. Je ne vais pas y aller, mais par capillarité, j'y suis. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc la loi que l'on veut transgresser, la règle que l'on veut transgresser, se transgresse elle-même pour certains, mais de façon légale. L'optimisation fiscale est une façon de transgresser, puisqu'elle se passe beaucoup à l'étranger. Aussi, je vous rappelle que c'est légal. Mais c'est légal, elle se transgresse toute seule. Seulement dire qu'il y a des riches qui payent leurs impôts et qui sont fiers de payer leurs impôts, c'est important, et qui sont entrepreneurs. Vous en avez une ici. Moi, je suis une pauvre intermittente, mais il y a des riches qui payent leurs impôts. Mais ce que j'ajouterais, c'est sur ceux qui partent, après tout, qu'ils partent. Mais dans ces conditions, moi, je serais très radicale. Ils laissent l'argent. Non, ils n'ont pas accès aux soins en France. Ah oui. Ils n'ont pas de carte vitale et n'ont pas non plus le droit de vote. Voilà. C'était une des propositions d'ailleurs. C'est une des choses que l'on entend de gens qui s'exilent et qui disent je reviens me faire soigner ici, c'est gratuit. Voilà. C'est pas gratuit, couillon. C'est moi qui paye. Voilà. Et aussi, autre chose, gratuit. Ces gens qui sont devenus riches ici ont utilisé tout le service public qui existe ici, les infrastructures, les hôpitaux, les écoles gratuites, les universités gratuites, ce qui est quand même extraordinaire. Donc ils veulent se tirer qu'ils partent. Mais à ce moment-là, je ne les considère plus comme des citoyens à part entière, faisant partie de mon pays. Il y a un paquet de révolutionnaires sur ce plateau. Cécile Philippe n'a pas répondu, mais on imagine... Non, mais c'est juste... Rapidement, c'est un peu caricatural de parler de redistribution qui ne serait pas suffisamment élevée quand on est dans un pays où justement on est déjà à 57% de dépenses publiques et que la France est bien leader en une chose, c'est dans le poids des charges sociales et fiscales. Alors ne pas pouvoir avoir la discussion, mais non, c'est pas des clichés, c'est des faits. Et ne pas pouvoir avoir la discussion sur est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette fiscalité élevée et qu'effectivement il est peut-être légitime pour certains et qu'on caricature toujours les riches, mais enfin il faut savoir que quand même les 10% des plus riches en France, c'est un salaire de 3 000 € par mois. Donc c'est bien qu'on manque de riches en France, justement. Et que donc le vrai... Il y en a, mais ils ne payent pas d'impôts. Comment? Juste un dernier mot de Henri Pénarvise. Madame, vous défendez le libéralisme, mais vous ne pensez pas que le libéralisme est une économie assistée quand on voit que les coûts des produits sont effectivement baissés par le fait qu'on ne prend pas en charge le coût social, le coût écologique. Autrement dit, l'économie assistée, c'est l'économie libérale. On l'a vu d'ailleurs quand il a fallu mettre la main en portefeuille avec de l'argent public pour recapitaliser les banques. Donc, mais on est bien d'accord, c'est-à-dire que la capitalisation du BAC, ça n'a rien à voir avec le libéralisme. Oui, mais c'est ça tout le problème. L'ultralibéralisme se contredit lui-même parce que le principe d'Hayek, c'est que l'acteur économique devra assumer
tous les coûts de son initiative. Il ne le fait pas puisque les coûts écologiques et les coûts sociaux, il les délègue à la société. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci tous les 8 d'avoir participé à cette émission que je termine avec... Et on se quitte en musique, c'est à vous. Mais n'oubliez pas les rappels. Pour rester dans le bon tempo, retrouvez l'ambiance de la scène et tous les lives de Ce soir ou jamais sur france3.fr. C'était Ce soir ou jamais avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre